azo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Et dans la plupart de ceux parmi ceux que j'ai contactés, ou du moins que j'ai eu l'occasion de contacter, qui sont des bailleurs de fonds de la francophonie, tous, la plupart, je dis presque tous, étaient favorables à ma candidature, d'autant plus qu'on estimait que le Congo, d'abord c'est un pays qui avait la présidence de la un exercice de la francophonie, ça c'est la première chose, et c'est le deuxième pays francophone du monde. Donc, il était tout à fait légitime qu'on accorde cette chance à la République. Moi, je n'ai pas été soutenu par mon pays. Pensez-vous que vous n'avez pas été soutenu? Vos tendances politiques, vos appartenances politiques ont joué un rôle? J'y reviens, je dis exactement, je n'ai pas été soutenu par mon pays, tout simplement parce que vous êtes élu des la RDC, qui avait la présidence de la francophonie, ne souhaitait pas avoir une candidature qui venait de l'opposition, du DPS particulièrement. J'étais soutenu par mon président du parti et qui a fait aussi à son niveau un lobbying à ma faveur. Donc est-ce que, pour arriver à cette conclusion, est-ce que vous avez la preuve que au niveau de la majorité, il y avait aussi un candidat? Non, il n'y en avait pas, parce que M. Kabila n'avait pas envie de présenter un candidat congolais. Il a préféré surtout soutenir d'autres candidats, à tel point que je me demande s'il aime bien ce pays. Pensez-vous pas que c'était un peu une sorte d'ambition démesurée, Dr Loseke, aujourd'hui d'après vous, c'était mesuré? Qu'est-ce qu'il faut dire que c'est l'ambition d'être secrétaire général de la francophonie? Ce n'est pas une ambition, j'ai des qualités qui me permettent d'occuper cette fonction. En fait, vous réduisez cette fonction, ou bien vous une fonction d'un chef d'État ou quoi. En fait, le secrétaire général de la francophonie, femme et homme, est un fonctionnaire international, comme le directeur général de FMI, comme d'autres secrétaires généraux à l'OUA ou ailleurs. Donc c'est un poste d'un fonctionnaire international, mais qui a des prérogatives. Qui a un grand CV aussi, hein, il faudrait le dire. Si vous étiez seulement Abdou Diouf, oui, qui a été un ancien chef d'État, d'ailleurs, un modèle africain, et puis aujourd'hui il y a Michael Jean. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Dr Loseke pourrait quand même atteindre ce niveau-là par rapport au CV, par rapport aux différentes étapes briguées? Qu'est-ce que vous... Le CV, en tout cas j'ai le CV qui est conforme à ce poste-là, donc là il n'y a pas de doute. Ce n'est pas plus qu'on succède, on doit succéder à Abdou Diouf, qu'on doit être nécessairement un chef d'État. Là, on a traversé ce poste-là. Vous savez aussi que M. Abdou Diouf est arrivé là par la faveur de tout simplement personnel de M. Chirac, qui a voulu et qui l'a imposé comme secrétaire général. La même chose, ce qui s'est passé maintenant. Avec Michael Jean, avec François Hollande aussi. Attendez, en dehors d'un candidat de l'Afrique centrale valable, et je peux dire qu'il y avait un consensus que s'il y avait un candidat congolais, il y avait matière à réflexion pour voir si on pouvait... Mais Michael Jean était aussi la candidate de la France, il faudrait le dire. Le candidat à la francophonie au secrétariat général devait être un Africain. Et c'est une tournante, c'était l'Afrique de l'Ouest, c'était le tout de l'Afrique centrale qui devait présenter un candidat. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce qui a fait assez que Michael Jean arrive là, c'est qu'il y a eu un défaut de candidature valable au niveau de l'Afrique centrale. Évidemment, candidat. Mais je vous informe que ces candidatures ne correspondaient pas au profil qui était dessiné par certains décideurs, certains bailleurs de fonds. Vous avez le profil? Moi, je ne dis rien parce que je n'étais pas présenté, mais j'étais soutenu, ou ma candidature était soutenue par certains décideurs.
Et aujourd'hui, finalement, on peut conclure que la francophonie, c'est la France qui chapeaute. Non, la France est le premier contributeur. Oui. Il n'est pas le seul. Par rapport à la désignation des... Non, oui. J'arrive à votre question sur Madame Jean. En fait, Madame Jean, qui avait fait une campagne énorme, hein, comme vous savez, elle est allée partout, et elle a vraiment battu campagne et elle a les compétences voulues. Malheureusement... Et les moyens aussi. Oui, mais les moyens, c'est ce que j'ai dit. Mais ce qui est important de savoir, ce qui s'est passé à l'accord d'Hanoï. Il a été dit, conformément à l'accord d'Hanoï, que le secrétaire général sera toujours du Sud et l'administrateur de la francophonie sera du Nord. Madame Michaëlle Jean, étant du Nord, en principe, ne pouvait pas être des candidatures valables au niveau de l'Afrique centrale que Madame Jean est passée. Donc c'est un passage par défaut. Et il ne faut pas dire que M. Hollande l'a soutenu. Les règles de la francophonie ont été violées. Non. Non, ce ne sont pas des règles écrites, mais ce sont des coutumes. Ça a été dit, ça a été proposé à Hanoï que ça serait comme ça. Et je pense que le prochain secrétaire général de la francophonie, ou la prochaine, ça peut être vous d'ailleurs, la prochaine secrétaire générale de la francophonie devrait être du Sud. Et nous espérons que le Congo aura le courage, sans M. Kabila à la tête, aura le courage de présenter une candidature valable. Pensez-vous que c'est M. Kabila qui bloque, comme vous le dites? Non, il était... Je précise, c'est d'abord, il était président en exercice de la francophonie. Vous l'avez oublié peut-être, mais je vous le rappelle. Ensuite, chef d'État d'un pays qui ne doit pas faire des discriminations politiques, ethniques, religieuses ou autres. Donc c'est cela qui est important. Ici, nous pensons qu'il y a eu une discrimination. Vous allez vous représenter? Non, ici je m'occupe de la politique congolaise d'abord. Je m'occupe de la politique congolaise interne avant de parler de la francophonie. Alors, Monsieur Losekie, puisque vous vous occupez de la politique congolaise interne, le dialogue national, un dialogue national qui a été convoqué par le président de la République. Comme vous le savez, Étienne Tshisekedi, lors de son message de présentation de vœux, avait promis de revenir au pays. Il avait dit qu'il était d'accord pour les dialogues. Après, il y a eu encore un communiqué s'adressant à l'Union africaine pour dire que il n'est pas pour le dialogue dans l'esprit du président Kabila. Pouvez-vous expliquer aujourd'hui à ces téléspectateurs pour qu'ils comprennent? Je vais expliciter tout ça. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation dans l'opinion congolaise qui ne comprennent pas très bien ce que M. Tshisekedi et l'UDPS veulent comme dialogue. Nous voulons un dialogue qui va nous amener à des élections libres, démocratiques et apaisées, c'est-à-dire des élections correctes, qui ne sont pas entachés d'irrégularités et de fraude. Nous tenons compte de l'expérience de 2011 et nous avons eu tous les rapports de la CENI et les avis des partenaires qui ont été témoins de ces élections. C'était des élections entachées de beaucoup d'irrégularités, de fraude, et c'est M. Tshisekedi qui a gagné ces élections. Et l'autre qui est au pouvoir s'est imposé par la force. C'est le passage en force, c'est ce que nous avons appelé et nous appelons toujours qui s'est imposé par la force. Bien sûr, qui s'impose par la force. Je vais y revenir. Qui s'est imposé par la force? Laissez-moi continuer mes explications. C'était un hold-up électoral. Donc, tenant compte de tous ces antécédents-là, nous disons que cette fois-ci, ça ne doit plus se reproduire. Ça ne doit plus se reproduire. Même à l'absence de M. Kabila, parce que nous savons que son mandat expire le 19 décembre. Donc, il doit partir, il va partir. Mais... Si seulement il y a élection. Attendez, il va partir, on va revenir, vous abordez beaucoup de choses à la fois. Non, on ouvre juste des parenthèses par rapport à vos réponses. Vous savez que... Il va partir à une condition sine qua non, élection. C'est ce qu'il dit la Constitution. Il est dans l'obligation d'organiser les élections. Je ne sais pas où vous trouvez qu'il ne doit pas organiser les élections. Vous savez que l'article 73 ou 73 de la Constitution lui impose de convoquer le scrutin présidentiel en novembre, pardon, en septembre
au plus tard le 19 septembre de cette année-ci. C'est à ce moment-là que sa légitimité commence à s'effilocher. Vous savez que lui jouit de ce qu'on appelle la compétence temporelle. Laissez-moi expliquer ça pour qu'on se comprenne. Vous allez comprendre la stratégie de l'UDPS. La compétence temporelle, c'est celle qui confère la légitimité à un président élu. Et cette légitimité est limitée dans le temps, c'est-à-dire à partir de l'investiture, et s'arrête à la fin de l'investiture. Pour lui, c'est le 19 décembre. Je pense que c'est ça. Et cette légitimité et cette compétence temporelle lui confère le pouvoir d'État qui lui donne le droit de commander et de se faire obéir par le peuple et la nation en général. Mais cette compétence est limitée dans le temps. Ça part du 20 décembre 2011 et ça s'arrête en 2016 et 2019. Donc, cette compétence sera arrêtée à ce moment-là. Après, il n'a plus de légitimité. Ça veut dire que M. Kabila sera illégitime. Vous affirmez d'une manière indirecte qu'il est légitime. Si vous pensez qu'après, il n'aura plus de légitimité. Ici, j'interprète le droit, je me conforme à la Constitution. Mais c'est ça. Nous ne lui reconnaissons pas, mais au moins, il y a une partie de la population mais vous reconnaissez qui quand lui même. reconnaît. Merci, mais si nous... Non, mais non, lorsque vous dites qu'après, il sera illégitime, donc maintenant, vous considérez qu'il est légitime, docteur Luseke. Je parle pour tout le monde. On ne doit pas rentrer dans l'amalgame, on doit rester logique dans notre raisonnement. Vous venez de dire vous-même que après Joseph Kabila ne sera pas légitime. Donc maintenant, il est légitime. Ici, je reste scientifique et clair par rapport à la Constitution. J'explique. En fait, à partir du 20 décembre, il sera illégitime et illégal. C'est-à-dire, il n'aura plus le droit de commander. Oui, il y a une partie de la population congolaise qui lui reconnaît cette légitimité-là. Donc, peut-être parmi ces gens-là, il y a des adhérents de l'UDPS. Mais d'une manière scientifique et même du point de vue du droit, il n'est plus légitime à partir du 20 décembre 2016. Il ne sera plus légitime. Et la population ou le peuple n'aura plus le devoir de lui obéir. Ça veut dire qu'il aura perdu cette légitimité et tout peut arriver. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je n'en sais rien. C'est au peuple de prendre ses responsabilités. Monsieur Luseke, la Constitution nous dit que il y aura l'installation du nouveau président dès lors que l'ancien président sortira, c'est-à-dire il y aura remise et reprise, c'est bien cela. Oui. L'ancien président va partir dès lors qu'il y a installation d'un nouveau chef d'État, d'une nouvelle institution, président de la République, c'est bien cela. Et aujourd'hui, les élections posent problème au pays. Si Joseph Kabila restait au-delà de son mandat pour permettre à ce qu'on puisse avoir des élections ensuite, pensez-vous qu'il y aura problème de violation de la Constitution? Il aura violé la Constitution. Je viens de vous le dire qu'il sera illégitime. Il a eu 5 ans pour préparer les élections. Il a eu 5 ans. Il ne pouvait pas rester en train de dormir sans penser que le 19 décembre, son mandat se terminait. Il le savait très bien, mais ce qui se passe maintenant, tout est fait volontairement pour ne pas organiser les élections dans le délai. Aujourd'hui, lui-même, qui est président de la République, a posé le problème d'enrôlement des nouveaux majeurs, des électeurs et tout, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Des problèmes de la sécurisation du processus électoral. Tout ça demande à ce qu'on puisse se mettre autour d'une table et dialoguer. Sinon, il n'y aura pas élection. Monsieur Luseke, lui-même, il le dit, lui qui avait le devoir de préparer les élections il y a 5 ans passés, dit qu'il y a un problème. C'est grave ce que vous me dites là. Un chef d'État qui est au niveau où il est
il ne sait pas qu'il y aura des élections, il ne prend pas de dispositions pour que les élections se déroulent dans le délai. Partout au monde, ça s'est fait. Vous voyez, en France, Hollande commence déjà à préparer les élections. Tout le monde s'emballe pour la campagne électorale et ça se passera dans le délai. À Haïti, il s'est passé la même situation semblable à celle du Congo. Mais le président Martelly, arrivé à la fin de son mandat, les élections ne se sont pas tenues, du moins les scrutins qui étaient prévus. Il a préféré rendre le tablier. Vous ne donnez pas l'exemple du Congo-Brazzaville? Attendez, non. Ça, c'est un autre cas. Si vous m'amenez dans ce genre de... Pays voisins, par exemple. Mais vous m'amenez à vous parler de mauvais exemples. Moi, je vous parle des bons exemples. D'abord, il faut qu'on soit exemples didactique. Qui vous arrangent, vous. Non, ça ne m'arrange pas de bons exemples. Vous savez, mais non, les bons exemples, selon vous, c'est ça. Il faut qu'on soit civilisé. Allez-y. Sinon, on n'aurait pas la Constitution. Sinon, c'est ces chiffons de papier qu'il faut jeter à la poubelle. Donc, la Constitution est là, a prévu un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et le monsieur qui nous dirige, il a fait ses 2 mandats et il fera ses 2 mandats le 19 décembre 2016. Après, il sera illégitime et on ne le considérera plus comme chef de l'État. Même ceux qui le suivent devraient savoir qu'il n'est plus chef d'État, il ne peut plus commander et on ne peut plus lui obéir. Donc c'est ça la réalité. J'essaie de vous expliquer qu'il a eu 5 ans. Est-ce qu'il est fait volontairement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est fait par incompétence? Je doute fort, sûrement qu'il est fait sciemment pour prolonger ce mandat, pour pérenniser au pouvoir. C'est notre appréhension à nous, mais il ne peut pas le faire pour que ce pays nous appartienne nous tous. Il y a d'autres compétences qui doivent s'exprimer, notamment celle de M. Tshisekedi, qui n'a pas eu l'occasion d'avoir son impérium et dont la victoire a été volée en 2011. Monsieur Loseke, la Constitution qui demande à ce que lorsque la nouvelle institution n'est pas encore mise en place, l'ancienne peut continuer à combler le vide juridique. Le Sénat, les assemblées provinciales puissent rester, vous le savez, le Sénat a glissé, les assemblées provinciales aussi, qui connaissent la crise de légitimité, ce que vous appelez la crise de légitimité. Mais on n'a pas vu les politiques, la classe politique monter au créneau pour dénoncer cela, pour refuser cela. Pourquoi seulement se baser sur l'institution président de la République? Parce que ça fait partie des institutions aussi. Mais madame, on dirait qu'on vous a conditionné dans les mauvais exemples. Ces 2 institutions-là, du moins le Sénat et les assemblées provinciales, les gouverneurs, tout ça, ils sont illégitimes, ils sont illégaux, ils le disent eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais eux-mêmes le disent. Mais ils continuent à le faire quand même. Oui, mais ils disent... Et vous ne faites rien. Vous savez comment on les appelle? Merci, M. Kabila. Ça veut dire que M. Kabila n'a pas pu, avec la CENI, qui est sa CENI, puisque là, vous allez parler aussi de manque de volonté politique? Tout à fait, ou c'est fait sciemment pour que ces personnes restent à leur poste et pour qu'ils soient soumis à lui. Parce que ce sont des gens qui lui doivent tout. Ils sont restés à ce poste-là parce que lui n'a pas voulu. Ce n'est pas un problème de moyens. Nous pensons sincèrement que c'est une sorte de mécanisme président Kabila? Une stratégie tout simplement, oui. D'avoir des obligés. Avoir des obligés, des gens qui lui sont soumis et qui restent en poste. Qui lui sont rédévables. Rédévables, oui, c'est ça. Donc, ça c'était une stratégie. Il aurait pu organiser ces élections-là, mais il ne les a pas fait. Maintenant, il veut nous dire, et là j'arrive au point important que vous avez soulevé, c'est celui du 2e alinéa de l'article 70 ou 70, qui dit que le président en exercice, les termes exacts sont dans la Constitution, en fait, reste en poste jusqu'à l'installation du nouveau président, ou du moins du président élu. On dit président élu. Ça veut dire s'il n'y a pas eu d'élection, ça veut dire qu'on a violé la Constitution.
S'il n'y a pas eu d'élection, s'il n'y a pas de président élu, le président en place a violé la Constitution sciemment pour faire un passage en force. Il ne peut rester là que s'il y a un président élu selon un timing prévu. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Lorsqu'un président américain est élu, il y a un délai de quelques semaines, ou je crois maximum 2 mois, pour que les deux, c'est-à-dire les sortants, et celui qui rentre, puissent préparer la passation civilisée du pouvoir. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert pacifique du pouvoir. C'est ça qui est prévu à cet alinéa-là. Mais ce n'est pas pour durer au pouvoir, ce n'est pas pour s'éterniser des années au pouvoir. C'est l'astuce, ils sont en train de conditionner par les médias à leur faveur et tout, pour vous dire que non, le président peut rester là, comme le Sénat est resté, les gouverneurs de province sont restés, et les assemblées provinciales sont restées. Donc tout le monde devient illégitime. Donc dans ce pays, il n'y aura que l'illégitimité, il n'y aura rien de valable. Nous voulons redresser tout ça. Il faut rentrer dans la légalité, dans la légitimité. Parce que lorsqu'il y a crise de légitimité, il y a toujours la guerre. C'est ce qu'on a toujours connu dans ce pays. Crise de légitimité égale la guerre. Donc nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons que les choses rentrent dans l'ordre. Docteur Le Séké, finalement, ne pensez-vous pas que aujourd'hui il faudrait penser aussi à changer la Constitution au regard des articles de cette Constitution qui créent un peu d'imbroglio dans la tête, s'il vous plaît, laissez-moi finir, dans la tête de plusieurs Congolais, qui dit que le président sortant ne peut que partir lorsqu'il y a installation d'un nouveau président élu. Donc lorsqu'il n'y a pas un nouveau président élu, c'est-à-dire par les élections, ce président-là peut rester. Il peut rester jusqu'à ce qu'il y aura un président élu. C'est-à-dire il peut faire ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il y aura un président élu. Et de l'autre côté, on parle de l'article 220 qui verrouille les mandats présidentiels, qui limite les mandats présidentiels. Et il y a un autre article qui demande à ce que le président puisse organiser les élections 90 jours avant. Finalement, quel est l'article urgent, cet article important que les Congolais peuvent mettre dans sa tête finalement, monsieur Le Séké? Vous savez, toutes ces dispositions que vous évoquez, articles 70, articles 73 et 220, ont été mises en place justement pour mettre des verrous. Très bien. Pour éviter que n'importe qui viole la Constitution ou s'éternise au pouvoir, surtout les gens qui ont des tendances dictatoriales. Donc, tout est logique. Il y a un continuum logique dans tout ça. On vous interprétez, madame, ce n'est pas vous. Je crois que c'est un conditionnement fait à l'opinion congolaise. Il n'y a pas de président élu, c'est lui qui est en place. C'est la Constitution qui le dit, laissez-moi vous expliquer. Il faudrait être clair. C'est des articles constitutionnels. Vous ne pouvez pas parler des populations qui sont conditionnées. C'est des articles de la Constitution. Il y a d'un côté... Chacun interprète ça dans le sens de son intérêt, malheureusement. Non, pas malheureusement. Il est dit président élu. Il ne peut rester en place que s'il y a un président élu qui doit être installé. C'est ça que ça veut dire. Il ne peut rester en place pendant la durée de la préparation de l'installation du président élu. C'est la compréhension, c'est du français. Moi, je ne sais pas comment on peut interpréter quelque chose qui est tout à fait clair, qui est compréhensible. Il faut qu'il y ait un président élu pour qu'il reste en place. Dans toute autre circonstance, dans toute autre hypothèse, c'est la violation de la Constitution. Ça veut dire un dépassement des mandats autorisés. Ça veut dire perte de ce que j'appelais tout à l'heure la compétence temporelle qui confère la légitimité. Mais on a un dominateur commun qui est un État démocratique. Nous sommes dans un État démocratique. Là, cette démocratie qui oblige à ce qu'il y ait l'élection, que tout dirigeant puisse être dirigeant par élection, justement, monsieur Le Séké. C'est malheureusement ça. Pour faire un passage en force. C'est ce qui va se passer. Nous sommes déjà dedans. Avec le calendrier électoral actuel que la CENI est en train de saucissonner,
pour ne pas donner un calendrier clair qui démontre qu'on va dépasser le délai constitutionnel. C'est ça les stratégies. Nous connaissons toutes ces stratégies-là. Et on ne se laissera pas avoir. Nous nous sommes figés sur le délai. Le 19 septembre d'abord, convocation du scrutin présidentiel. Si ce n'est pas fait, nous savons ce que nous allons faire. L'article 64. Non, je ne dis pas... Vous allez faire quoi alors, monsieur le Séké? Qu'est-ce que vous allez faire? Renverser le régime? Le 19 décembre, son mandat s'arrête. C'est-à-dire qu'il perd ses privilèges de pouvoir d'État, de commander... Et s'il n'y a pas un président élu, alors, monsieur le Séké, est-ce que nous ne devons pas recourir à l'article 70? Non, non, pas du tout, pas du tout. Oui, là, dans ces cas, on va recourir à quel article? C'est justement à ce moment-là que la meilleure des hypothèses serait qu'on se retrouve autour d'une table. Donc vous voulez qu'on puisse dialoguer après? Sera même impératif. Le dialogue sera impératif. Donc vous voulez que Kabila soit illégitime. Vous voulez que le président Kabila devienne illégitime après son mandat. Là, vous pourrez dialoguer. Mais ce n'est pas moi qui le veux, madame. C'est la Constitution. Je vous dis, je vous répète, c'est la Constitution. Mais lui, il le veut avant. Il veut que vous puissiez dialoguer avant, peut-être pour respecter le délai constitutionnel. C'est justement ça le piège. Peuple, finalement. Non, mais lui veut nous amener dans le piège pour lui amener à faire le fameux glissement, c'est-à-dire il passe en douce. Il va brandir un accord éventuel qu'on lui donnerait au dialogue de faire un passage, de passer ce cap-là qui l'empêche d'être légitime. Monsieur le Séké, qu'aujourd'hui, quand même, on peut donner raison à une certaine opinion qui pense aux avertis, qui pense que l'opposition voudrait dialoguer avec le président Kabila dès lors qu'il sera légitime, au-delà, quand il va dépasser son mandat. Ils ne veulent même pas des élections, finalement, parce qu'ils ne sont pas prêts non plus. La classe politique, une grande partie de l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. On peut donner raison à cette opinion-là. Non, cette question-là, je vais répondre plus tard. Mais je vous dis une chose qui est une certitude. Si M. Kabila arrive, nous arrivons avec M. Kabila le 19 décembre 2016, sans élection, il sera contre. C'est pour passer le pouvoir à celui qui va assurer une éventuelle transition, qui ne sera pas lui. Donc c'est ça votre rêve? Parce non, que vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes même pas prêt pour les élections, apparemment. Qui vous dit qu'on n'est pas prêt? Nous organisons. Qu'est-ce qui est votre priorité aujourd'hui? Est-ce les élections ou l'expiration du mandat du président Kabila pour que vous puissiez dialoguer avec un président légitime, comme vous le dites? Les élections, il faut qu'il organise les élections. Nous sommes, s'il y a un calendrier clair, avec des échéances bien codées, nous allons aux élections sans problème. Et nous sommes prêts à y aller. Nous sommes prêts à y aller avec notre candidat, mais pas avec cette CENI. Pas avec la CENI qui est en place, qui est le pouvoir organisateur tout à fait FEOD. Il faudrait changer aussi la Commission électorale nationale indépendante. Tout à fait. Nous, on n'ira pas aux élections sans la restructuration de la CENI. C'est tout à fait impérieux. Alors, monsieur le Séké, on rentre dans le délai constitutionnel. Dès lors que la CENI ne sera pas restructurée, aujourd'hui, dès lors qu'il n'y aura pas de dialogue, tous ces problèmes, pensez-vous qu'on va rester dans le délai constitutionnel? C'est ça le pourrissement que le pouvoir en place est en train de préparer. C'est-à-dire qu'on prépare. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui aiment un pays et qui veulent la paix puissent préparer une telle implosion du pays. Parce que d'abord la CENI, ils l'ont noyauté, ils continuent à le noyauter comme ils veulent. Il faut changer la CENI. Il faut tout à fait restructurer. Ça va prendre combien de temps, la restructuration de la CENI? Il ne faut pas beaucoup de temps. Il ne faut pas beaucoup de temps. L'élaboration d'un nouveau calendrier. Il y a des gens valables. Non, avec une nouvelle CENI, le calendrier peut être mis en place. Il y a des schémas qui circulent. Le calendrier peut être mis en place rapidement, au maximum une semaine. On peut avoir un calendrier. L'enrôlement des nouveaux majeurs, l'enrôlement des personnes qui se sont déplacées et revenues au pays. Si ça se fait maintenant, là,
si ça se fait maintenant, c'est clair que on a suffisamment du temps pour enrôler. Je peux vous donner les délais qui ont été utilisés pour les élections 2006 et 2011. Ce sont de courts délais. Avec la volonté politique, on peut y arriver, mais actuellement, ce sont des manœuvres dilatoires. Des manœuvres dilatoires qui nous amènent à dépasser volontairement les délais pour nous mettre devant un fait accompli. En fait, on prépare ce n'est pas honnête et correct que les gens qui dirigent le pays préparent une telle situation où il y aura des problèmes. Les évêques l'ont dit. Il n'y a pas que moi seul qui l'ai dit. Il ne faut pas que le sang coule encore dans ce pays. Ça a trop coulé. Il ne faut pas qu'on y arrive puisqu'on veut se maintenir au pouvoir. On peut quitter le pouvoir et revenir. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. On peut quitter le pouvoir et revenir. Mais au moins, respecter la Constitution et pour que vous gardiez votre légitimité. Monsieur Loseke, finalement, aujourd'hui, l'article 70, on revient là-dessus, ne conditionne pas, c'est-à-dire reste le président qui doit rester jusqu'à la mise en place d'un nouveau président élu. Ce n'est pas une sorte de conditionnalité. Pas du tout, pas du tout. C'est une formalité. Au lieu d'être une conditionnalité, c'est une formalité. Ça veut dire le président est élu avant les 19 ou les 19 décembre. Il y a un délai pour son installation, un délai qui est prévu. Lui, il doit préparer son exécutif, ou s'il ne veut pas venir directement au pouvoir, il n'a pas de collaborateurs, il doit préparer son exécutif. Certains même viennent avec un gouvernement qui est déjà prêt. Donc, on lui donne un sortant et l'entrant. C'est cela que ça veut dire. C'est une formalité, ce n'est pas une conditionnalité. Et on ne peut pas en faire une obligation qu'on fait un passage en force. Il faut éviter ça. On conditionne la population. Ce n'est pas une sorte d'obligation constitutionnelle. Pas du tout. Dr Loseke, lorsque la Constitution demande à ce que l'ancienne institution reste là, peu importe qu'elle soit illégitime ou pas, jusqu'à la mise en place de la nouvelle institution. Ce sont des us et coutumes et une formalité. J'insiste là-dessus, Madame Barbara Zimbi. Il ne faut pas qu'on conditionne ce peuple en disant que le président reste en place jusqu'au moment où l'autre président sera élu. Ce n'est pas dit, ce n'est pas ça qui est dit dans la Constitution. On en fait, c'est une formalité pour permettre la passation civilisée et apaisée ou pacifique. C'est une formalité. L'article 70 est une formalité contrairement à l'article 220, c'est bien cela? Non, l'article 220 est un verrou qui ne permet pas au président, non seulement, c'est un verrou. Je dis, ce n'est même pas une obligation. C'est une contrainte verrouillée qui ne permet pas la révision de la Constitution et qui ne permet pas la modification de la forme de l'État et toute autre disposition importante. Donc, ça, c'est un verrouillage voulu et approuvé par plus de 80% de notre population. Monsieur Loseke, le président Kabila, c'est lui qui reste le chef de l'État. Aujourd'hui, il convoque le dialogue. Le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, rejette le dialogue convoqué par le président Kabila. Qu'est-ce que lui aurait voulu? C'est notre droit. Qu'est-ce que lui aurait voulu? Nous ne lui reconnaissons pas le droit de convoquer. Mais qui devait convoquer ce dialogue? Il est déjà le problème. Le problème, ça veut dire que il est celui qui ne veut pas organiser les élections dans le délai. C'est lui qui veut faire le passage en force. C'est lui qui veut se maintenir au pouvoir. Qui devait organiser le dialogue? Qui devait le convoquer? Non. La convocation doit se faire de manière consensuelle sous la facilitation d'un témoin international qui pourrait être africain. Et le chef de l'État qui est encore en plein mandat, qui est encore légitime, lui, qu'est-ce qu'il devient? Il est un problème. C'est lui le problème d'ailleurs. C'est lui qui pose le problème. S'il n'y avait pas, s'il avait dit par exemple que le 19 décembre, il rend le tablier à celui que je prépare par les élections qui sera élu, qui peut être même de sa famille politique. Ça, vous n'en parlez pas.
Il n'est pas le seul qui est compétent dans cette famille politique. Lorsque Etienne Tshisekedi parlait d'ultimatum, que non, le dialogue doit être convoqué, il s'adressait à qui? Non, là nous sommes adressés surtout à la communauté internationale pour dire que... Ce n'était pas au président Kabila? Non, puisque nous ne lui reconnaissons pas le pouvoir, on ne pouvons pas lui donner des injonctions. Nous sommes adressés à la communauté internationale que nous avons prise à témoin dans notre feuille de route pour que le peuple congolais ne recoure pas à des méthodes qui détruiraient tout ce que la communauté internationale a fait pendant tout un temps avec la MONUC d'abord et la MONUSCO. Ils ont ramené la paix dans ce pays et nous sommes adressés à la communauté internationale. Donc, parce que vous avez voulu que la communauté internationale puisse organiser ce dialogue, puisse convoquer ce dialogue, et non le président de la République. C'est bien cela? Non. Vous savez, vous ne pouvez pas vous passer de la communauté internationale. Nous ne vivons pas en vase clos. Donc, c'est la communauté internationale qui est votre sommet, qui doit faire des choses pour vous, qui doit vous convoquer. C'est la communauté internationale qui doit vous mettre autour d'une table. Non, là vous parlez mal. La communauté internationale n'est au sommet de personne. Vous savez, il faut comprendre, la communauté internationale sera uniquement le témoin et le facilitateur. Le témoin en amont et en aval. Et c'est la communauté internationale qui doit... Il faut d'abord au préalable qu'il y ait des concertations. Mais qui doit organiser ces concertations, monsieur le Séké? Soyez clair, allez-y. Mais nous sommes adressés au secrétaire général des Nations Unies, qui prend le temps d'examiner la situation. Il reçoit des rapports, il a envoyé des émissaires et il attend probablement de décider le moment venu. Et puis lui, il ne décide pas, le Conseil de sécurité, il décide. Ça veut dire qu'il faut une sensibilisation pour que la situation du Congo soit bien comprise par tous les membres du Conseil de sécurité, particulièrement les 5 membres permanents. Mais lorsque Ban Ki-moon a envoyé son envoyé spécial dernièrement ici, qui était venu discuter avec les différentes parties prenantes du dialogue, même ceux-là qui ont rejeté le dialogue, il a dit à la sortie de son entretien avec le président de la République, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, que le président de la République, c'était à lui d'organiser les choses, c'était à lui qu'on reconnaissait la légitimité. C'est ce qu'il a dit, docteur Le Séké. Je ne crois pas qu'il ait dit ça. C'est ce qu'il avait dit. Le président de la République avait proposé même des noms au niveau des Nations Unies pour permettre à ce qu'on puisse choisir un facilitateur. Monsieur Le Séké, pourquoi vous voudriez... Madame Zimbi, oui. Je n'ai pas les comptes rendus, je n'ai pas vu cette déclaration-là, oui. Mais je doute fort qu'il aurait commis cette erreur diplomatique de dire que c'est le président de la République. J'en aurais eu des échos. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut que la communauté internationale s'implique d'une certaine manière. Vous savez que moi j'ai... Mais la communauté internationale s'est déjà impliquée, mais ils reconnaissent au président Kabila ses prérogatives constitutionnelles, monsieur Le Séké. La communauté internationale ne doit pas faire comme l'UDPS veut, finalement. Non, pas du tout. Alors, comme l'UDPS puisqu'il y a d'autres partis aussi. Est-ce que je peux vous dire comment les choses se passent? Allez-y. Vous savez, en 1993, il y avait une crise entre l'opposition et Mobutu. Et il y a eu à un moment donné 2 gouvernements, Tshisekedi et Birindwa. Il fallait trancher. Et il fallait qu'il y ait un dialogue à ce moment-là. Un consensus. Oui, il fallait que les 2 gouvernements, Mobutu et le camp Mobutu, le camp de Tshisekedi se parlent. Mais c'est votre serviteur qui est devant vous, qui est allé aux Nations Unies. J'ai vu M. Boutros Ghali, et qui m'a demandé de faire un rapport au Conseil de sécurité que j'ai fait. À la suite de cela, il m'a mis en contact avec les conseillers juridiques du Conseil de sécurité. Une résolution qui a envoyé M. Lada Brahimi ici. Donc, là, nous sommes concertés avec les Nations Unies pour qu'ils s'impliquent, parce qu'il y avait danger de guerre au Congo à ce moment-là, parce qu'il y avait 2 gouvernements qui étaient le gouvernement de M. Tshisekedi et de M. Birindwa.
Mais ça a permis d'amener ce qu'on a appelé à l'époque la troisième voie, qui a permis à M. Kengo de devenir Premier ministre, et les choses se sont déroulées plus ou moins convenablement après. Mais je rappelle cette période de l'histoire pour que vous compreniez qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un danger potentiel pour le pays, lorsqu'il y a un danger d'implosion d'un pays, les Nations Unies s'impliquent toujours. Maintenant, ils observent les uns et les autres, ils prennent des informations, mais ça m'étonnerait qu'un envoyé spécial de M. Ban Ki-moon vienne à Kinshasa pour dire « M. Kabila, c'est vous qui devez convoquer le dialogue, vous convoquez ». Ça, c'est tout à fait faux, je ne crois pas que cela ait été dit. Mais ça a été dit, cela ne doit pas être dit comme ça clairement, mais ils reconnaissent quand même au président Kabila la légitimité et même le pouvoir de convoquer le dialogue. C'est lui qui tient le drapeau du Congo pour le moment. Bon, c'est ça, c'est une... Alors, vous me rejoignez, alors, monsieur, docteur Loseki, on va bientôt conclure. L'opposition, une grande partie de l'opposition a annoncé qui décrétait, cette grande partie de l'opposition qui a décrété une ville morte le 16 février prochain. Et cela connaît aussi la participation de l'UDPS. Nous encourageons tous les mécanismes possibles qui peuvent amener la CENI, inféodée au pouvoir actuel, amener la CENI à publier le calendrier électoral définitif. Pas un calendrier électoral qui les saucissonne maintenant, en commençant par les gouverneurs. Dans 2 mois ou 3 mois, nous ne savons pas si ce sera les locales ou les provinciales. Dans 6 mois, on ne sait pas. Donc, ce sont des manœuvres dilatoires pour nous tromper, pour nous distraire. Un calendrier global et définitif, c'est ce que vous voulez. C'est ce que nous voulons. Donc, et vous n'allez pas contester après. Les pressions. Vous n'allez pas contester après. Parce que le calendrier global réclamé par l'opposition a été contesté. Quand ça? Quel calendrier? Celui de l'année passée, du mois de février. Vous le savez. Mais c'est un calendrier qui était fait de manière unilatérale. Parce que finalement... non, je dis que... on connaît de paradoxe en paradoxe. Nous mettons la CENI à l'épreuve, parce que nous sommes convaincus que la CENI est manipulée par le pouvoir. Mais nous la mettons à l'épreuve, puisqu'on ne peut pas dire qu'elle est incompétente ou incapable. Elle doit mettre en branle ses compétences techniques pour nous préparer un calendrier électoral qui respecte les délais constitutionnels. Mais ce qui risque de se passer, c'est que cette même CENI, inféodée par le pouvoir, est en train de saucissonner, et nous sommes dans l'actualité, vous ne m'avez pas posé la question, mais c'est l'élection des gouverneurs. Les gouverneurs qui sont les leurs, ils ne donnent même pas un temps suffisant pour que les autres se préparent. Vous verrez qu'il y aura une reconduction. Mais vous réclamez les élections présidentielles, mais vous n'êtes même pas prêt pour les élections du gouverneur. Mais vous êtes censé être prêt, docteur Loseki. Comprenez-moi, madame. Comment vous pouvez parler de la préparation? Nous vivons pour le moment dans un système de régime à parti unique. Un régime à parti unique où c'est la même famille politique qui dirige tout. Mais vous devez vous battre au lieu de pleurnicher. Attendez, docteur Loseki. Donnez-moi l'occasion de vous dire que nous ne pleurnichons pas. Nous disons ce que le peuple attend de nous, comme force de l'opposition, qui ne veulent pas. Ce point de vue de G7, de la dynamique de l'opposition, qui pense que le 16 février doit être décrété comme ville morte. Nous encourageons toutes les initiatives qui puissent forcer... Affaiblir même. Forcer la CENI à élaborer un programme ou un calendrier, du moins consensuel, évidemment, pour lequel nous serons d'accord. Pas le calendrier dicté par la famille politique que vous connaissez. On va conclure, docteur Loseki, en perspective. Comment voyez-vous la date du 1er janvier 2017? Vous allez regarder la caméra. Non, avant de parler du 1er janvier 2017, je vais parler d'actualité.
en commençant par féliciter nos léopards qui nous ont rapporté une belle victoire à Kigali. Et vraiment, nous sommes fiers de nos léopards. Ce sont des jeunes qui font la fierté de notre pays. Malheureusement, la fête a été gâchée par l'hyper-militarisation de la ville de Kinshasa. Les Kinois n'ont pas pu fêter avec les léopards. Et ensuite, nous déplorons cette récupération politique par une famille politique qui n'a plus de crédit, qui n'a plus rien à offrir à ce pays, mais qui utilise ces métaux. Pour conclure, docteur Loseke, comment voyez-vous la date du 1er janvier 2017 en perspective? Mais nous voyons cette date de 1er janvier, je parlerai même du 20 décembre 2016. Nous voyons cette date sans M. Kabila à la tête de la République. Et nous espérons que les fils et filles de ce pays se mettront ensemble autour du pays pour avoir une transition éventuelle, consensuelle, s'il y en a, avec un autre chef d'État transitoire à la tête de ce pays. Apparemment, c'est ça, votre plus grand rêve. Docteur Loseke, merci. Vous parlez de rêves, il n'est pas dans mes habitudes de rêver, vous savez, madame. Docteur Loseke, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il n'est pas dans mes habitudes de rêver. Merci pour l'invitation. J'espère que je serai de votre prochainement. Prochainement, si Dieu le veut, bien évidemment, si le temps nous le permet aussi. Merci. Mesdames, Messieurs, à vous également un grand merci. Le regard de ce soir a été porté sur Docteur Loseke. Il est professeur d'université, cadre de l'UDPS, proche alors d'Etienne Tshisekedi. Il a été candidat au secrétariat général de la francophonie. Avec lui, nous avons parlé du dialogue national qui connaît un blocage. Nous avons parlé du processus électoral, mais aussi de ce mot d'ordre et la dynamique de l'opposition. Vous allez suivre cette émission rediffusion demain, samedi, à partir de 9h juste, mais aussi sur le net, sur la page Facebook Dossier d'Afrique et sur d'autres sites internet aussi, qui nous font le plaisir de récupérer souvent cette émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre à partir du Canada à Montréal. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bonsoir chez vous. Ya mboka, ezwi mboka, efandisi mboka, ekonzi mboka, epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka. Ya wana biso bomoko ya mboka oyo. Nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango.